Chaque automne, le même rituel se répète. Branches traînées en tas, feuilles grattées du sol, des bâtons brûlés, ébréchés ou emportés comme les restes inutiles d'une saison terminée. Cela a l'air propre, responsable et constitue la bonne façon d'endormir un jardin. Mais et si cette habitude avait discrètement dépouillé le sol de l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez lui donner? Car dans une forêt, le bois mort n'est pas un déchet. C'est le stockage, l'abri et le début du prochain cycle. Un tronc tombé ne pourrit pas seulement. Il retient la pluie, ralentit la sécheresse, nourrit les champignons, les bactéries, les insectes et les vers et devient la couche humide et sombre où commence une nouvelle vie. La forêt ne se précipite pas pour l'enlever. Il s'appuie sur cela. Et pendant très longtemps, les gens ont compris qu'ils pouvaient faire la même chose dans un jardin. Ils pouvaient enterrer le bois, le recouvrir de terre, le planter dessus et laisser le lent travail de décomposition faire ce qu'aucun sac, tuyau ou solution rapide ne pourrait jamais faire à lui seul. Il s'agit de la hugelkultur, une culture montagnarde, un lit de bois enterré, un système de culture construit non pas à partir de sols vides, mais à partir d'un noyau caché de bûches, de branches, de feuilles et de temps. Et une fois que l'on voit ce qu'il fait réellement sous la surface, la question change. Ce n'est plus la raison pour laquelle on plante sur du bois pourri, mais la raison pour laquelle nous avons arrêté. Parce que cela n'a jamais été une simple astuce de jardinage. C'était une façon de transformer ce que la plupart des gens brûlaient en une longue et lente réserve d'humidité et de matière organique. Une manière de construire un massif qui évolue au fil des années au lieu de s'épuiser en une saison, et une manière de travailler avec la logique de la forêt au lieu de la combattre. Et pourtant, aujourd'hui, la plupart des gens n'en ont jamais construit, et beaucoup n'en ont même jamais entendu le nom. Non pas parce que la méthode a échoué, mais parce que le monde qui l'a remplacé a appris à préférer un terrain très différent. Terrain plat, bord net, rang droit, sol exposé, une surface qui semble ordonnée vue d'en haut, même si elle sèche plus vite, durcit plus vite, et exige plus de la personne qui essaie d'y grandir. Ce changement ne s'est pas produit d'un seul coup. Cela s'est produit petit à petit, à mesure que l'agriculture et le jardinage commencèrent à s'éloigner du désordre biologique et à s'orienter vers le contrôle, vers des surfaces plus faciles à standardiser, plus faciles à expliquer, plus faciles à gérer et finalement plus faciles à mécaniser. Un monticule rempli de branches enfouies n'a pas l'air moderne. Il s'installe, change de forme et s'enrichit si lentement qu'il demande quelque chose que les systèmes modernes récompensent rarement, la patience. Et la patience est exactement ce que les systèmes modernes ont cessé de récompenser. C'est pourquoi cette histoire est importante, car la hugelkultur n'est pas vraiment une histoire de monticule. C'est une histoire sur ce qui se passe lorsque des systèmes vivants résolvent un problème lentement, tranquillement et sans nous demander d'acheter la solution encore et encore. L'ancienne logique n'a jamais complètement disparu. Il a survécu dans l'observation des forêts, dans les connaissances traditionnelles du jardinage et plus tard dans les cercles de permaculture. Les producteurs ont recommencé à prêter attention à ce que fait réellement le bois mort lorsqu'il reste en contact avec le sol. Dans la version moderne de cette histoire, un nom apparaît encore et encore. Sepp Holzer est devenu l'un des exemples modernes les plus connus de cette logique. En Autriche, sur des terres montagneuses escarpées que la plupart des gens considéreraient comme difficiles, avant même d'essayer d'y cultiver de la nourriture, il a construit une ferme qui est devenue célèbre pour avoir ignoré les règles normales. Il a travaillé avec des terrasses, des étangs, des plantations mixtes et des matériaux ligneux enterrés d'une manière qui semblait imprudente pour certaines personnes et évidente pour d'autres. Il a prêté une attention particulière à ce que les terres de montagne voulaient déjà faire, et cela a changé sa façon de cultiver. Cette partie est importante, car la hugelkultur n'a pas réintégré l'attention moderne via un laboratoire. Cela est revenu grâce à l'observation, à des personnes observant un sol forestier, une bûche en décomposition, ou un morceau de terre qui est resté humide plus longtemps qu'il n'aurait dû, et en posant une question simple,
que fait réellement ce matériau? Cette question mène directement à la clandestinité, parce que le lit de bois enterré n'a l'air simple que vu d'en haut. En surface, il ne s'agit que d'un monticule surélevé ou d'un lit de jardin bâti, mais sous cette couche de sol, il se passe quelque chose de bien plus intéressant. Le bois change, sa structure s'adoucit, sa densité diminue et son intérieur commence à s'ouvrir. À mesure que cela se produit, le lit commence à retenir l'humidité différemment, à accueillir davantage de vie et à développer la fertilité de manière plus lente et plus profonde. C'est la première chose qui manque à la plupart des gens. Le monticule ne sert pas seulement à nourrir les plantes, cela devient une sorte d'infrastructure, non pas celle que l'on installe avec du plastique et des minuteries, mais celle que la forêt construit depuis des millions d'années. Et une fois que vous comprenez cela, les branches brûlées commencent à avoir un aspect différent. Il en va de même pour les tas de broussailles, tout comme pour chaque tas de déchets de jardin qui est traité comme un problème de nettoyage plutôt que comme un actif enfoui. Parce que ce qui ressemble à la fin de l'utilité d'un arbre pourrait en réalité être le début de celle du jardin. À première vue, un lit de bois enterré ne ressemble à rien de spécial, juste un monticule de terre, peut-être un peu inégal, peut-être légèrement plus haut que le sol environnant. Vu d'en haut, cela peut ressembler à un simple lit surélevé construit à partir de tout ce qui était disponible. Mais tout ce qui rend ce système différent se passe à l'abri des regards, car une fois le bois enterré et recouvert, il ne reste plus le même. Pas d'un seul coup, et pas d'une manière dramatique comme on peut le voir en une seule saison, mais lentement et régulièrement, la structure de ce bois commence à se dégrader. La forme dure et rigide qui maintenait autrefois un arbre droit s'adoucit, les fibres denses commencent à s'ouvrir et le matériau devient plus léger, plus poreux et plus irrégulier. Et ces changements comptent plus qu'il n'y paraît. Car à mesure que cette structure s'ouvre, elle commence à interagir avec l'eau d'une manière complètement différente. Un morceau de bois frais est relativement fermé. L'eau s'en écoule ou circule autour. Mais à mesure que la décomposition commence, des chemins se forment à l'intérieur du matériau. De minuscules espaces, cavités et canaux créés par les champignons, les bactéries et la dégradation physique du bois lui-même. Ces espaces retiennent de l'eau, pas d'un seul coup comme un récipient, ni de manière à inonder le sol au-dessus, mais progressivement, de manière inégale et au fil du temps. Le bois absorbe l'humidité lorsqu'elle est disponible et la libère lentement à mesure que le sol environnant commence à sécher. Ce n'est pas une pompe ou une forme d'irrigation. C'est un changement dans le comportement du sol. Au lieu d'une surface qui sèche rapidement après la pluie, le monticule commence à agir davantage comme un tampon. L'humidité se déplace plus lentement, reste plus longtemps et laisse le lit moins dépendant d'un remplacement constant. C'est pour Et après quelques années, le lit se comporte différemment du sol qui l'entoure. Il est moins fragile à la chaleur, moins réactif aux courtes périodes de sécheresse et moins dépendant d'un arrosage constant. Non pas parce que l'eau est apparue de nulle part, mais parce qu'elle est retenue et libérée différemment à l'intérieur du système. Mais l'eau n'est qu'une partie de ce qui se passe. Dans le même temps, le bois enterré devient un milieu de vie. À mesure que la décomposition progresse, les champignons commencent à se déplacer à travers les fibres, dégradant la lignine et la cellulose. Les bactéries suivent, se nourrissant des produits de cette dégradation, et les vers de terre et d'autres organismes pénètrent dans le système, mélangeant le sol avec de la matière organique ramollie et laissant derrière eux des déjections riches en nutriments. Ce qui était autrefois un morceau de bois solide devient un réseau, non seulement physiquement, mais biologiquement, et ce réseau modifie la façon dont les nutriments se déposent. Au lieu d'apports brusques suivis d'un épuisement, le monticule commence à libérer lentement des nutriments à mesure que la décomposition se poursuit. Il n'y a pas un seul moment où tout devient disponible. Il s'agit d'un long processus lié à la température, à l'humidité et à l'activité des organismes à l'intérieur du lit.
C'est pourquoi le système ne se comporte pas comme un jardin fertilisé classique. Il n'y a pas de poussée dramatique, pas d'effondrement soudain, juste un changement graduel. Au fil du temps, le sol au-dessus du bois devient plus foncé, plus meuble et plus structuré. Il tient. Et ce type de sol ne se crée pas en une seule saison. Il est construit. L'important. Il sert de fondement à tout ce qui se développe autour de lui. Les champignons qui s'y déplacent ne restent pas confinés dans le bois. Ils s'étendent vers l'extérieur, se connectant aux racines des plantes et au sol environnant. Les bactéries colonisent donc tout le monticule et la matière organique provenant des feuilles, du paillis et des résidus végétaux s'accumule au sommet et est progressivement aspirée vers le bas dans le système. Ce qui a commencé comme des débris enfouis s'intègre désormais au sol lui-même. Mais ce processus présente une complication, et c'est une complication à laquelle presque tous les nouveaux constructeurs sont confrontés s'ils n'en sont pas conscients. Au premier stade de la décomposition, les organismes qui décomposent le bois ont besoin d'azote. À mesure qu'ils se multiplient, ils puisent de l'azote du sol environnant afin de poursuivre le processus, et pendant une courte période, cet azote est moins disponible pour les plantes. Le résultat est visible. Les feuilles pâlissent, la croissance ralentit et les plantes semblent plus faibles que prévu. Ce n'est pas un échec, c'est une transition. Le système passe d'un tas de matériaux à une structure biologique fonctionnelle, et au cours de ce changement, les ressources sont temporairement redirigées. Les jardiniers qui comprennent cela compensent tôt en ajoutant des matériaux riches en azote, compost, fumier, matière verte fraîche lors de la construction du lit, ce qui équilibre le système et raccourcit la période d'adaptation. Une fois cette phase passée, le schéma s'inverse. Le système commence à restituer plus qu'il n'en a besoin, et les nutriments redeviennent disponibles, non pas d'un seul coup, mais progressivement, à mesure que le bois continue de se décomposer et que l'activité biologique se stabilise. Et c'est là que la différence devient la plus visible. Dans un lit conventionnel, on s'attend à ce que le sol perde progressivement sa fertilité, à moins qu'il ne soit constamment renouvelé. Des intrants sont ajoutés pour maintenir la production et sans eux, le système décline. Un lit de bois enterré suit une trajectoire différente. Il change à mesure qu'il vieillit, s'installe, s'adoucit et s'enrichit, non pas parce que quelque chose de nouveau s'ajoute chaque année, mais parce que ce qui était déjà placé à l'intérieur continue de se transformer. Et cette transformation est suffisamment lente pour attirer rarement l'attention. Il n'y a pas un seul moment où le lit s'améliore soudainement. C'est une différence subtile mais importante car elle change la relation entre le jardinier et le sol. Au lieu de maintenir un système qui risque toujours de s'épuiser, vous travaillez avec un système qui se construit sous la surface. Et une fois que cette idée devient claire, le bois enterré cesse de ressembler à un matériau de remplissage. Cela commence à ressembler au cœur du système. Ainsi, si un lit de bois enterré devient plus stable avec le temps, retient l'humidité plus longtemps et construit le sol au lieu de l'épuiser. La question évidente revient alors. Pourquoi a-t-il disparu de la façon dont la plupart des gens jardinent ? La réponse n'est pas dramatique, mais elle est très claire. Parce qu'au moment où la culture alimentaire a commencé à donner la priorité à l'efficacité à grande échelle, la forme de la terre elle-même a commencé à changer. Les machines ne fonctionnent pas bien sur des surfaces inégales. Ils ont besoin de cohérence, de prévisibilité et d'un espace qui se comporte de la même manière d'un bout à l'autre. Un monticule rempli de bois enterré ne se comporte pas de cette façon. Cela s'installe avec le temps. Cela bouge légèrement. Il retient l'humidité différemment selon les zones et crée une variation plutôt qu'une uniformité.
et la variation est difficile à standardiser. Ainsi, la question a lentement évolué. Non pas quel type de sol constitue le meilleur sol, mais quel type de sol est le plus facile à gérer. Les lits plats ont gagné, non pas parce qu'ils étaient plus résistants, mais parce qu'ils étaient même plus faciles qu'à utiliser dans le cadre des systèmes qui étaient construits autour d'eux. Cela s'est également étendu à la culture du jardinage. Un espace bien entretenu est devenu un espace propre, uniforme et contrôlé. Sol nu entre les rangs. Aucun débris visible. Pas de formes irrégulières. Tout ce qui ressemblait à de la décomposition commençait à paraître déplacé. Les branches ont été supprimées. La matière organique était traitée comme quelque chose à traiter rapidement, et non comme quelque chose à laisser en place. Le sol forestier, en désordre, en couches, vivant, a été remplacé par des surfaces qui semblaient organisées mais nécessitaient un entretien constant. Et au fil du temps, cela est devenu normal, si normal que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour le remettre en question. Si vous n'avez travaillé qu'avec un sol plat, cela semble être la valeur par défaut, mais ce n'est pas le cas. C'est un choix et, comme tout choix, il a des conséquences. Le sol exposé sèche plus rapidement, le sol sans structure organique profonde perd sa capacité à retenir l'humidité. Et un sol constamment travaillé et débarrassé de ses matériaux devient dépendant de ce qui y est réintroduit. Le système devient actif, il a besoin d'attention, d'eau et de correction, et si cette attention s'arrête, le système décline. Un lit de bois enterré se déplace dans la direction opposée. Cela pas sans effort, pas automatique, mais plus stable. C'est pourquoi cela recommence à avoir de l'importance maintenant. Parce que les conditions qui rendaient les systèmes plats et gourmands en intrants pratiques commencent à changer. L'eau n'est pas aussi prévisible, les périodes sèches durent plus longtemps, et le coût du maintien de la fertilité des sols continue d'augmenter. Et de nombreuses personnes remarquent le même schéma dans leur propre jardin. Il faut plus d'efforts pour maintenir le même résultat. C'est là que les massifs de bois enterrés reprennent leur sens, non pas comme remplacement de tout, mais comme approche différente, qui fait avancer une partie du travail. Ce compromis n'est pas intéressant si vous recherchez la perfection immédiate. Il est intéressant de penser en années plutôt qu'en semaines. Et c'est la partie qui est souvent négligée, parce que la hugelculture n'est pas un raccourci. C'est un changement de timing. Au lieu de corriger les problèmes chaque saison, vous investissez tôt dans la structure et permettez au système de se développer progressivement. Ce qui nous amène au côté pratique, car malgré toute la théorie, la méthode elle-même est simple. Vous commencez avec du bois, pas de bois traité, rien de recouvert ou contaminé, juste des bûches, des branches et des débris ligneux. Les matériaux plus anciens fonctionnent mieux que les nouveaux. Le bois partiellement décomposé a déjà commencé le processus, ce qui signifie que le système démarre plus rapidement. Vous placez les plus gros morceaux à la base, remplissez les espaces avec des branches plus petites et superposez de la matière organique. Feuilles, herbes, compost, tout ce qui se décomposera plus rapidement et soutiendra les premières activités biologiques, puis recouvrez-le de terre, suffisamment pour créer une couche de croissance stable sur le dessus. Et puis vous plantez. C'est tout ce qu'il faut pour commencer. Le reste, le monticule va se tasser, la première saison risque de ne pas être la plus forte, et si de l'azote n'a pas été ajouté pendant la construction, les plantes peuvent avoir des difficultés brièvement pendant que le système se stabilise. Ce ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas. Ils font partie du processus. Dès la 2e ou la 3e année, la différence devient plus nette, le sol devient plus facile à travailler, l'humidité reste plus longtemps après la pluie. Les plantes réagissent de manière plus cohérente et au fil du temps, le lit développe son propre rythme, moins dépendant d'une correction constante.
Il n'existe pas de version parfaite de cela. La taille peut varier, la forme peut varier, et les matériaux peuvent varier. Ce qui compte, c'est le principe. Le bois en dessous, la terre au-dessus, et suffisamment de temps entre les deux pour que tout le système change. Tout le reste est détail. Et une fois qu'on a compris cela, la perspective change. Parce que la même branche qui brûle à la fin d'une saison aurait pu faire partie d'autre chose. Il aurait pu être enterré, retenir l'humidité et faire partie d'une structure qui s'améliore au lieu de disparaître. C'est là la différence discrète au centre de cette méthode, ni la rapidité, ni l'efficacité au sens moderne du terme. Mais la continuité, l'idée selon laquelle ce qui reste n'a pas besoin d'être supprimé, mais peut être intégré. Et lorsque c'est le cas, le système commence à se comporter différemment, moins comme une surface que vous gérez, et plutôt quelque chose qui continue de fonctionner même lorsque vous vous éloignez. Alors la prochaine fois qu'un tas de branches s'accumulera au bord d'un jardin, la question changera légèrement. Pas comment puis-je m'en débarrasser, mais que se passerait-il si je ne le faisais pas ? Parce qu'enfoui sous une couche de terre, ce même matériau cesse d'être un déchet et commence à devenir un souvenir. Stocké dans le sol, changeant lentement et redonnant longtemps après son enterrement a été oublié.